Bonjour Ève. Bonjour Eliana. Bonjour à tous. Alors nous sommes de retour dans les studios du Studio Qualita avec Immigration, l'émission qui raconte les Aliotes. Hier, nous avons parlé de l'expulsion des Juifs d'Espagne et vous nous avez promis de nous expliquer le lien entre cette expulsion et l'Alia vers Israël. Promesse tenue Eliana, on va y arriver. Alors que se passe-t-il après cette expulsion et où vont ces Juifs séfarades? Alors après l'exécution du décret d'Alhambra en Espagne en 492, je remets le contexte pour ceux qui n'auraient pas suivi hier, dans lequel il est ordonné à tous les Juifs, hommes et femmes, de quitter les royaumes d'Espagne et de ne jamais y retourner. Isabelle la catholique espère en fait avec ce décret que des centaines de milliers de Juifs vont se convertir. De fait, la majorité choisit l'exil. Et quel exil? Alors, qui mieux que Joseph Cohen dans La Vallée des Pleurs va décrire la tragédie de l'expulsion des Juifs d'Espagne? La Vallée des Pleurs, un livre qui a été donc écrit en 1560. Exactement. Donc, quelques années après l'expulsion, donc des souvenirs. Des souvenirs, et je le cite, c'est poignant comme témoignage. Les Juifs s'en allèrent où le vent les poussa, en Afrique, en Asie, en Grèce et en Turquie. D'accablantes souffrances et des douleurs aiguës les assaillirent. Les marins génois les maltraitèrent. Des créatures infortunées mouraient de désespoir pendant leur route. Les musulmans en éventrèrent pour extraire de leurs entrailles l'or qu'elles avaient avalé pour le cacher. Il y en eut qui furent consumés par la peste et par la faim. D'autres furent débarqués nus par le capitaine du vaisseau dans les îles désertes. D'autres encore vendus comme esclaves dans le port de Gênes et les villes soumises à son obéissance. C'est un témoignage vraiment poignant, mais quand on parle de l'expulsion des Juifs d'Espagne, de combien de personnes exactement parlons-nous? Alors, les estimations chiffrées concernant l'ampleur de l'expulsion sont variables. Les sources contemporaines indiquent un nombre d'exilés compris entre 100 000 et 200 000 personnes, c'est dire si l'échelle est large. Quant aux conversions, elles s'élèveraient environ à 250 000, mais là aussi, les estimations sont difficiles, puisqu'un certain nombre de familles ont d'abord fait le choix de l'exil avant de changer d'avis et d'accepter la conversion. Mais ces convertis, souvent, ce sont des maranes, n'est-ce pas? Absolument, c'était le début du maranisme. Et ceux qui refusent, qu'en est-il d'eux? Alors, la plupart de ceux qui fuient l'Espagne, qui refusent la conversion, trouvent d'abord refuge au Portugal. Mais dès 1496, soit 4 ans après le décret, les souverains espagnols, à leur tour, forcent leurs voisins portugais à expulser à son tour la communauté juive, qui vont alors essentiellement émigrer vers les pays les plus proches, comme l'Afrique du Nord et l'Italie. Les plus chanceux arrivent dans l'Empire ottoman, nous arrivons à Israël, où la liberté de culte est relativement préservée par les sultans. Donc là, on est face à une alia, donc, n'est-ce pas? Donc voilà notre alia qui arrive après cette longue introduction, puisque c'est à Tibériade, mais surtout à Tzfat, que les Juifs arrivent à la fin du XVe siècle. Et Tzfat devient rapidement la plus importante communauté juive de l'Empire ottoman. Là-bas, on compte fin XVe siècle environ 1200 Juifs, dont 300 familles. Et la petite ville de Haute-Galilée devient tout aussi rapidement un des centres spirituels les plus importants du globe, puisque s'y installent certains des plus grands maîtres du judaïsme espagnol. Et c'est aussi à Tzfat que va se développer l'étude de la Kabbale. Alors, il faut dire que cette communauté espagnole qui a émigré était parmi la plus érudite du monde. Et alors, on reviendra demain sur les rabbinim qui ont fait de Tzfat le berceau du judaïsme spirituel, mais auparavant, on va s'intéresser au développement économique de la ville. Alors, de quoi vivent donc ces Juifs qui habitent à Tzfat? Alors, à Tzfat, les Juifs vivent essentiellement de la production du vin, du miel, de l'agriculture, du commerce. Mais leur grosse source de revenus, c'est le textile et notamment la laine. Alors, ils ont emporté leur savoir-faire espagnol, ce qui leur permet de développer des relations commerciales avec d'autres communautés juives de la Méditerranée, notamment Damas. Il y a une grosse entreprise de laine à Tzfat et l'armée ottomane elle-même constitue un des plus gros clients de la communauté juive. Et d'ailleurs, elle est très attentive, cette armée ottomane, à préserver la prospérité économique de la ville. Et qu'en est-il de Tibériade, de Tveria? Alors Tibériade, je vais le prononcer à la française, Tibériade, où les Juifs espagnols ont aussi tenté de s'installer, a vécu une expérience un peu moins concluante, a raté son développement économique. Mais l'histoire est jolie, donc on va quand même la raconter rapidement. Tibériade avait été une ville juive de l'Empire ottoman entre le IIe et le Xe siècle, avant que la communauté juive ne rejoigne pour l'essentiel Jérusalem. Et c'est Donna Gracia Nassi, dite la Señora,
qui va essayer de faire renaître Tibériade comme foyer juif. Alors, c'est un personnage très connu à Tibériade, Donna Gracianasi. Si je ne me trompe pas, elle était portugaise, mais d'origine espagnole. Exactement, elle était à la tête d'une des plus riches familles juives de son temps. Elle s'appelait Béatrice de Luna de son nom catholique. Elle était née à Lisbonne au Portugal, mais d'une famille de maranes nobles contraints de se convertir en Espagne au début de l'Inquisition. Alors en 1528, Donna Gracianasi épouse Francisco Mendes Benveniste, qui est propriétaire de l'une des plus importantes banques du monde, la banque Mendes. À la mort de son mari, elle se met à voyager comme une catholique, bien évidemment. Et à Venise, où on la suspecte de cacher son judaïsme, elle est emprisonnée, sa fortune est confisquée. Et c'est Soliman le Magnifique, qui est sultan d'Istanbul, qui va lui venir en aide en 1553. Soliman le Magnifique qui fera construire les murailles de Jérusalem. Absolument. Voilà, là on est encore dans une autre ville, absolument. Et donc c'est lui qui va la sauver, qui va l'accueillir dans l'Empire ottoman, où elle pourra enfin cesser de se cacher en tant que juive. Et donc, grâce à lui, elle va essayer de développer la ville de Tibériade. Elle va obtenir du sultan un bail à long terme contre la garantie d'une augmentation substantielle du produit fiscal annuel de la ville. Et avec l'aide du sultan, elle va essayer de reconstruire les villes abandonnées afin que les réfugiés puissent s'installer s'ils le souhaitaient. Donc, en fait, son objectif, c'est de faire de Tibériade un nouveau foyer majeur du peuplement. Exactement, elle veut développer la laine comme à Tzfat, sauf qu'il faut bien l'avouer, elle va échouer complètement, mais elle restera tout de même une légende dans l'histoire du judaïsme. Eh bien, quelle histoire, Ève. Et dites-nous, demain, de quoi allons-nous donc parler ? Alors demain, on va revenir à Tzfat pour parler des grands rabbins qui ont quitté l'Espagne et qui ont eu un impact considérable sur l'histoire du judaïsme. Merci beaucoup, Ève, à demain. À demain, merci.